Bonjour, bonjour, moi c'est Cyriac Arnaud, je reviens à vous pour notre prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très important, on va la faire courte. On va parler tout simplement de la relation d'aide. Oui, la relation d'aide. Certaines personnes, parfois, vivent des moments tellement difficiles, ont une vie pleine d'obstacles, de blessures. Et leur vie paraît normale, ou alors comme une litanie de souffrances. Et pourtant, ce n'est pas facile. Elles vivent alors une détresse morale. La relation d'aide a un rôle très important. C'est celui d'apporter le soutien psychologique à ces personnes. Oui, vous et moi, nous avons déjà eu à faire, à aider. Nous avons déjà eu à bénéficier d'une aide parce que chacun d'entre nous avons déjà eu des moments difficiles que nous avons traversés dans la vie. Quand on parle des moments difficiles, on parle d'un certain nombre de faits. On parle tout simplement ici d'une certaine instabilité mentale et psychologique à un certain moment de notre vie. Oui, une instabilité mentale. La plupart des hommes sur Terre en ont vécu. Que ce soit un stress, que ce soit une dépression suite à la perte d'un parent, que ce soit une dépression suite à une séparation dans un couple, que ce soit une isolation, une certaine timidité parce qu'on a vécu un traumatisme. Ça peut être, voilà, des traumatismes liés aux violences. Ça peut être des traumatismes liés à notre vécu. Ça peut être sur le plan professionnel, à ce qu'on appelle un burn-out. Un burn-out, oui. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on ne sait plus à quel sein se vouer. Parce que on vit tous des tortures parfois, des tortures psychologiques que la vie nous fait subir. Là, le rôle de la relation d'aide est très important. Au début, la relation d'aide est d'abord en lien avec les travaux de psychologie, de psychothérapie, une technique de psychothérapie. Parce que dès les années 1940, le psychologue clinicien Carl Rogers en a fait de la relation d'aide toute une théorie. Il a développé ce qu'on appelle l'approche centrée sur la personne. Alors quand on veut aider, on essaie de centrer notre approche, notre aide sur la personne. Oui, la personne qui, elle, jouera un rôle très important dans l'approche, dans la relation d'aide. C'est la personne qui sera appelée à mobiliser toutes ses ressources. Parce que selon l'approche centrée sur la personne, c'est celui qui est en position de souffrance, qui est détenteur de la solution à son problème. Le rôle donc de l'aidant en ce moment-ci, qui pourrait être vous ou moi, serait tout simplement d'accompagner la personne à ce qu'on appelle l'accomplissement. Oui, l'accomplissement. Quand on parle d'accomplissement personnel, on pense encore plus à ces travaux d'Abraham Maslow. On pense à ces travaux de Carl Rogers. Oui, ces travaux sur lesquels les grands théoriciens des sciences infirmières se sont appuyés pour développer des théories infirmières. On va penser ici à la Virginia Anderson, qui a élaboré les 14 besoins en fonction des travaux de ces deux grands auteurs. Oui, dans ces 14 besoins, on pourra mettre en lien avec la relation d'aide le besoin de communiquer, le besoin de se recréer et le besoin d'apprendre. Alors, Carl Rogers ici définit donc la relation d'aide. Il nous dit pour aider quelqu'un en fait, de manière efficace, il faudrait déjà que la relation avec la personne, la relation d'aide avec la personne en situation
la relation d'aide soit une relation permissive, structurée de manière précise, afin qu'il soit permis à la personne d'acquérir une compréhension d'elle-même à un degré qui la rend capable de progresser à la lumière de sa nouvelle orientation. Ainsi, pour aider quelqu'un de manière efficace, nous pourrons nous appuyer sur les 4 attitudes que propose Carl Rogers. Il s'agit de l'empathie, de l'écoute active, de la congruence et bien entendu du non-jugement. Quand on parle de l'empathie, de quoi s'agit-il? Quand on parle de l'empathie ici, il s'agit tout simplement de la capacité à reconnaître les sentiments et les émotions des autres. Oui, l'empathie. Tout le monde en ressent, tout le monde en a déjà ressenti de l'empathie dans sa vie pour d'autres personnes. Mais alors, il s'agit non seulement de la capacité à reconnaître les sentiments et les émotions des autres, mais il s'agit de se distancier des sentiments et des émotions des autres pour éviter soi-même de souffrir en tant qu'aidant. Nous rencontrons tous les jours des personnes qui souffrent. Nous sommes prédisposés, nous avons cette prédisposition à l'empathie. Mais alors, il faudra faire la différence entre l'empathie et la compassion. Oui, la compassion vient tout simplement du mot latin compassio, qui veut dire souffrir avec. Souffrir avec. La compassion, à différence de l'empathie, implique une action. Une action qui peut être en lien avec l'amour, qui peut être en lien avec l'éthique, ou qui peut être en lien avec des valeurs personnelles d'un chacun. L'empathie, elle aussi, est différente de la contagion émotionnelle parce que c'est quand vous voyez quelqu'un qui souffre, qui pleure, vous aussi vous pleurez. Ça, c'est la contagion émotionnelle. C'est-à-dire quand on rit, quelqu'un rit aux éclats, vous aussi vous riez aux éclats. Ça, c'est la contagion émotionnelle. Voilà. Et différent aussi de la sympathie. En ce sens que l'empathie est, voilà, cette attitude-là qui permet de se distancier tout simplement des sentiments et des émotions des autres. De les comprendre et de se distancier. Maintenir une certaine distance. Pour maintenir une certaine lucidité dans la compréhension et dans les étapes qui vont suivre. Donc, voilà. Ce qui fait que, voilà, si vous êtes dans un foyer où il y a violence conjugale et si vous prenez déjà parti, ce n'est plus l'empathie. Là-bas, c'est soit la compassion, soit en lien avec la contagion émotionnelle, etc. Donc, dans une situation d'aide, on ne prend pas parti déjà. Donc, voilà. Quel que soit, quand on veut aider quelqu'un qui traverse une situation difficile, on ne prend pas déjà parti émotionnellement par là. Voilà. Ensuite, nous allons parler de la deuxième attitude qui est ce qu'on appelle l'écoute active. Quand on parle de l'écoute active, généralement, certaines personnes ont tendance à aider de manière non efficace ou apporter un soutien qui n'est pas utile. Parce que quoi? Parce que si on se réfère à la première attitude, si quelqu'un, vous voyez quelqu'un, vous remarquez, vous reconnaissez la souffrance d'autrui et que vous êtes déjà, voilà, vous subissez une contagion émotionnelle par exemple, ou alors vous manifestez de la compassion, il sera très difficile de trouver des solutions. Il sera très difficile de trouver des solutions de manière d'écouter même le problème, de quoi il s'agit, de manière optimale. Parce que pour pouvoir faire l'écoute active, il faut d'abord se distancier pour être lucide. Donc, dans l'écoute active, donc, ceci implique le fait que la personne doit être... vous devez laisser, vous qui aidez, vous devez laisser la personne s'exprimer. Vous devez laisser le temps à la personne. Le temps, vous devez être patient. Parce que là, c'est quelque chose d'important. La patience est une vertu dans l'aide, dans la relation d'aide. Il faut laisser le temps à la personne de s'exprimer, de prendre tout son temps, en fait, de pouvoir surmonter ses peurs,
Parce que c'est pas parfois pas facile de s'exprimer, d'exprimer sa souffrance. Surtout chez nous, hein, moi je vais dire tout simplement, chez nous en Afrique, on a généralement les cœurs de lion, hein, parce que on dit souvent, il y a des gens qui ont des, voilà, qui disent je suis fort, non, je vais rester fort pour exprimer, je ne peux pas exprimer ma souffrance, parce que chez nous, l'expression de la souffrance, c'est, il faut tenir compte que la souffrance, hein, l'expression de la souffrance est aussi en lien avec des valeurs culturelles. Hein. Donc il s'agit de voir cet ensemble de facteurs culturels. Pareil, chez nous en Afrique, c'est dur. Hein? C'est dur que quelqu'un te dise non, voilà, je souffre vraiment. C'est difficile. Même dans les hôpitaux ici, il y a des personnes qui sont toujours optimistes, qui disent non, moi ça va, pas de douleur, non, c'est tranquille, la maladie, je supporte, voilà, la séparation avec la famille, je supporte. Il y a des personnes qui sont souvent optimistes. Mais qui en réalité, cet optimisme-là n'est qu'une méthode de coping. Voilà, vous voyez franchement sur leur visage, hein, avec les faciès, à travers les faciès, qu'il y a la souffrance. Vous reconnaissez une souffrance, mais la personne a des difficultés à s'exprimer. La personne veut prendre son temps. Alors il faut prendre son temps. Il faut laisser le temps à la personne d'élaborer, voilà, etc. C'est très important la patience. Donc, culturellement parlant, il y a des gens qui ont des difficultés à exprimer vraiment leur souffrance. Donc, il faut patienter, il faut être très patient. Et surtout, l'écoute active implique aussi quelque chose d'important. Il s'agit ici de la reformulation même du problème. Ça veut dire que quelqu'un vient à vous, il vous dit non, ouais, j'ai ça, voilà, je traverse des difficultés. Est-ce que, voilà. Votre travail, en fait, consiste là, après avoir écouté, à reformuler pour voir si effectivement vous êtes sur la même lignée. Pour qu'il y ait une aide efficace, il faudrait reformuler. Quand on parle d'écoute active, on parle non seulement laisser le temps à la personne de parler, de s'exprimer, mais aussi de reformuler. Vous reformulez ce que la personne a dit pour savoir si vous êtes sur la même lignée. C'est très important. Patience, reformulation sont des facteurs importants pour pouvoir faire une écoute active super toll et super cool. Après l'écoute active, donc, vous allez tout simplement, on va tout simplement voir la prochaine attitude. Il s'agit ici de la congruence. La congruence, c'est de la part de l'aider. L'aider devrait être capable, parce que quand Carl Rogers parle de congruence, il parle ici de l'authenticité. Être congruent, ça veut dire être authentique dans ce qu'on dit. Alors, pour se faire aider de manière efficace, il faudrait être congruent. Il faudrait être authentique. Il faudrait que l'expérience de la souffrance soit dite de manière, voilà, complète et de manière totale. Là, il y a un problème qui se pose parfois. Le problème qui se pose généralement, c'est quoi? C'est que vous qui êtes en situation de souffrance, il est nécessaire pour vous d'identifier la bonne personne, le bon aidant. Parce que dans la vie, parfois, vous n'allez pas exprimer vos problèmes à n'importe qui, vos difficultés à n'importe qui. Parce que ça peut être utilisé comme arme contre vous. Vous devez être capable d'identifier des personnes qui ont ces valeurs-là, des personnes qui ont des qualités de patience, des personnes qui ont ces qualités, ces valeurs de garder les secrets. Oui, des personnes de confiance. On en a toujours besoin quand on traverse les moments difficiles d'ailleurs. Ne nous leurrons pas les yeux. Il y a certaines personnes qui m'ont dit oui, bon voilà. Non, dans la vie, c'est important de parler parce que la parole libère. Mais alors quand vous voulez parler, essayez de voir tout simplement une personne de confiance. Si vous voyez une personne qui vous brusque, qui veut automatiquement connaître votre vie, si vous n'êtes pas très sûr, mieux vous restez dans votre logique, qui peut être votre logique culturelle, de dire bon voilà, la souffrance je gère. Mais dans tous les cas, on a toujours besoin de parler parce que la parole libère. On a toujours besoin d'en parler parce que parfois on vit des expériences de souffrance. Psychologiquement parlant, on se dit nous sommes les seuls qui vivons cette souffrance. Mais que non, en parlant, vous vous rendez compte qu'il y a des milliers, des tas de personnes qui vivent la même souffrance que vous. Donc il faut parler, il faut s'exprimer.
C'est très important. Ainsi, soyez donc authentiques, parce que c'est en étant authentique dans ce que vous direz pour vous faire aider, qu'on vous aidera de manière efficace. Ça peut être un professionnel, ça peut être un non professionnel. Il faut être authentique. Si vous avez vécu vos expériences, par exemple, voilà, d'un viol ou d'une violence conjugale, si vous avez vécu des expériences, par exemple, de stress au travail, il faut parler, il ne faut pas accumuler. Parce qu'en accumulant, vous vous décuisez vous-même. Donc, il faut trouver quelqu'un, voilà, ça peut être un professionnel, ça peut être un psychologue qui saura garder le secret professionnel et qui saura vous accompagner à chaque étape et vous comprendre. Être authentique, c'est très bien. Il faudra aussi l'authenticité de la part de l'aidant, qui saura bien entendu guider, être disponible et savoir garder vraiment les secrets. Parce que aujourd'hui, on vit dans un monde où on ne fait plus confiance à tout le monde. On ne se fait plus confiance d'ailleurs. Et puis, je vois souvent les gens qui sont stressés, qui disent non, voilà, non, je préfère garder le silence, etc. Voilà, et les personnes qui font souvent la diffusion des secrets des gens. N'ayez pas peur. Moi, je veux tout simplement vous dire, s'il fallait regarder ce que tout être humain dans cette vie fait dans le noir, personne n'aurait pu le courage d'affronter l'autre dans les yeux. Donc, quelle que soit la difficulté que vous rencontrez, ne vous dites jamais que vous êtes le seul. Soyez authentique. Vous verrez vous verrez qu'il y a plusieurs femmes qui subissent les violences conjugales. Vous verrez qu'il y a plusieurs situations difficiles que les gens traversent. Alors, on va parler du prochain point. Il s'agit du non-jugement. Le principe de non-jugement, l'attitude de non-jugement, c'est très important. Quand on veut aider, abstenons-nous de juger. Si moi je suis aidant, je ne vais pas aider quelqu'un en fonction de sa race, en fonction de son origine tribale, en fonction de son origine culturelle, en fonction de son intelligence ou non, en fonction de sa recherche ou de sa pauvreté, en fonction de son identité, en fonction... Non. Non-jugement dans une relation d'aide, c'est très important. On ne devrait en aucun cas juger les gens qui ont besoin d'aide. Dieu est le seul juge sur la terre. On n'est pas là pour... Il faut qu'on évite. Quand on veut aider quelqu'un, évitons de juger, évitons de critiquer déjà au début. Parce que ça fait trop marrer, quoi. Ah non, celui-là, voilà, c'est un noir, voilà. Un peu comme on le voit, hein, nous sommes des noirs, on nous juge, hein, quand vous arrivez dans un hôpital, etc. Vous voyez parfois, il y a certaines personnes, pas tout le monde, qui disent, bon, celui-là c'est un noir, il ne connaît rien. Hein, voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, j'arrive dans une structure hospitalière, voilà, tu vois les gens qui se disent que tu ne connais rien, tu n'as rien dans ta tête, alors qu'effectivement, tu es plein de connaissances, de savoir infinies. C'est dit, tu n'as rien parce que tu es noir, c'est l'école buissonnière. Donc, chers professionnels, quand vous voulez aider dans la relation d'aide, évitez de juger parce que c'est très important. Ne jugeons pas. Juger, ça fait mal. Juger, ça fait aussi marrer, parce que ça fait rire, parce que nul n'est parfait. Juger, ça fait qu'enfoncer la personne qui est en cherchant de souffrance. Soyez donc authentique dans votre manière d'assister, sans jugement. Et vous, les aider, quand on parle du jugement, évitez d'avoir aussi des préjugés. Parce que quand j'ai vu certains patients qui arrivent me dire, bon, le médecin c'est celui-là qui doit tout connaître, hein. Le médecin c'est celui-là qui est automatiquement, vous voyez, il parle mal, il s'agresse mal au personnel, il parle à l'infirmier, non, voilà, vous êtes censé connaître ça, vous êtes censé connaître ça, non, celui-là c'est un faux infirmier, celui-là c'est une vraie infirmière. Moi j'ai tout vu, hein. Ma petite carrière, ma petite expérience de 5 ans comme infirmier, mais dans les structures hospitalières et même dans la vie, mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Vous voyez les gens là qui vous demandent de l'aide, mais ils vous jugent, ils vous disent, ben, si celui-là il ne m'aide pas, ça veut dire qu'il est chicha. Celui-là il ne m'apporte pas le soutien psychologique, il ne m'appelle pas, ça veut dire que non. Relativisez, ne jugez pas. Si quelqu'un ne peut pas vous aider, relativisez, dites-vous que oui, la personne est occupée à faire d'autres choses. C'est très très important le principe de non-jugement. Alors, pour synthétiser, chers frères, chers sympathisants des sciences infirmières, la relation d'aide, c'est tout simplement
quelque chose de magnifique qui aide des personnes à surmonter des moments de difficulté, de détresse morale. La relation d'aide, tout le monde peut faire la relation d'aide. Ça peut être des professionnels, des non-professionnels, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être des amateurs, et etc. La relation d'aide, c'est quelque chose de naturel. Alors quand nous voulons aider quelqu'un à surmonter des événements de manière efficace, il faut que nous appuyions dans la mesure du possible sur des attitudes proposées par Carl Rogers. Carl Rogers, qui dès les années 1942 a travaillé sur ce qu'on appelle la relation d'aide fondée sur l'approche centrée sur la personne. Et dans l'approche centrée sur la personne, il parle des 4 attitudes. L'empathie, la congruence, l'écoute active et le non-jugement. Évitons donc de juger parce que Dieu est le seul juge et parce que nul n'est parfait quand on veut aider des personnes ou quand on veut se faire aider. Soyons authentiques, c'est-à-dire la congruence dans nos récits quand on veut se faire aider et surtout identifions la bonne personne à qui on peut dire des choses et des moments difficiles que nous traversons pour éviter tout dommage. Et aussi l'écoute active, c'est très important pour celui-là qui aide, éviter donc de précipiter celui qui est en situation, la personne, l'individu qui est en situation de détresse. Soyez patient, laissez le temps à la personne de s'exprimer et surtout essayez de reformuler pour être sûr que vous êtes sur la même lignée de compréhension du problème